Imprudence. Léonid Andreïev. 1. Le prêtre arriva à la gare 2 heures avant le départ du train. Parti de chez lui alors que le soleil venait à peine de se lever, il avait parcouru 30 verstes parmi le chanvre, les bois et les prés, et il sentait le chanvre, les fleurs et l'odorante poussière des bas-côtés, tandis que dans la gare, cela sentait le charbon, l'huile et le fer chauffé par le soleil. Le valet de ferme, qui sentait la même odeur que le prêtre, avec en plus les relents de crottin de cheval, la sueur et le goudron, fit brusquement pivoter sa carriole en la couchant sur 2 roues, la redressa et s'en alla. Le prêtre resta seul avec son baluchon, son parapluie et ses brioches au beurre. Pendant une seconde, il fut un peu triste et s'écria d'une faible voix de ténor. « Ivan! Hé! Ivan !» Mais le valet de ferme était loin et n'entendait pas. Et soudain, le prêtre se sentit tout joyeux, parce qu'il était seul dans un endroit inconnu et inhabituel, parce qu'il se rendait en ville, et à cause du ciel clair et sans nuages qui, au-dessus du toit en fer, déployait sur lui l'immensité de sa paix bleue. Au début, il resta cérémonieusement assis sur un banc, prenant plaisir à se sentir déjà au pouvoir de cette chose compliquée et follement curieuse qui s'appelle un train et un chemin de fer. Mais comme il n'y avait pas un chat dans la gare, il s'enhardit et alla fourrer son nez partout avec précaution. Il jeta un coup d'œil au buffet. Il y avait une longue table recouverte d'une toile cirée imitation marbre, sur laquelle rampaient des mouches. Il jeta un coup d'œil respectueux dans la salle du télégraphe. Là non plus, il n'y avait personne. Un appareil cliquetait tout seul en crachant un long ruban blanc. Le prêtre hocha la tête, déglutit, et dit « Quelle sagesse !» Il resta un instant devant la caisse, mais comme elle était fermée et qu'à part lui il n'y avait personne, il alla sur le quai. Le quai lui plut lui aussi. Il était long, propre, l'air affairé, goudronné par endroits et ailleurs recouvert d'asphalte, comme il convenait à un endroit aussi important et aussi sérieux. Il en partait dans les 2 sens, des rails luisants qui semblaient garder encore les traces de trains innombrables et tonitruants. Si on allait d'un côté, on arrivait à un bout inconnu du monde, et si on allait de l'autre côté, à un autre bout du monde, tout aussi inconnu et tout aussi mystérieux. Cette pensée bouleversait tellement le prêtre qu'il fonça vers la caisse au pas de course, mais elle était fermée, et il n'y avait pas âme qui vive. Il était encore trop tôt. « Étonnant, étonnant !» disait-il d'un air pénétré et même sévère. Il secouait la tête avec énergie, ce qui faisait imperceptiblement voler de ses cheveux et de ses vêtements la fine poussière de la route, et sans doute, à cause de cette poussière qui atténuait le froissement de ses vêtements, ses mouvements étaient silencieux. Seules ses bottes faisaient claquer leurs talons ferrés si fort que c'en était inconvenant. Aussi descendit-il sur la voie, sur le sable moelleux et crissant, et c'est là qu'il vit la locomotive. Une grosse locomotive noire et sale. Elle se trouvait sur une voie de garage et elle avait l'air de dormir. Mais il était clair que c'était une feinte. En dépit de son immobilité et de son silence, elle semblait la véritable souveraine de ces lieux. Monstre sévère et métallique, rempli d'une force cachée et d'un élan sans limite, irrésistible. C'était elle qui pouvait, si elle le voulait, voler à l'un ou l'autre bout de la terre. Elle qui, jour et nuit, fonçait sur les rails luisants avec ses grondements, ses cliquetis et ses sifflements. Elle qui hurlait, faisait fuir les gens, écrasait les imprudents, allumait sur sa route des feux verts et rouges, elle, cette masse de métal immobile et sale, cet enchevêtrement incompréhensible de roues, de tuyaux et de leviers. « Étonnant !» dit le père en accentuant la première syllabe. « Étonnant !» Au-dessus de sa tête se déployait le bleu d'un ciel vaste et sans limite, qui invitait au voyage. 2. Mais apparemment, elle dormait vraiment. Pas une fumée, pas un chuintement, comme si elle était morte. Et personne sur le tender. Il était parfaitement possible de tendre la main et de caresser la roue avec précaution. C'est ce que fit le prêtre, mais Dieu sait pourquoi, il mouilla d'abord ses doigts de salive, comme s'il avait peur de se brûler. Il les mouilla encore une fois. Il leva les yeux affolés, une bonne femme traversait la voie et le regardait. Il fronça les sourcils et fit mine de se lisser la barbe, puis sortit un mouchoir bleu à carreaux et s'essuya longuement le visage. Que la bonne femme pense donc qu'il transpirait. Et de fait, il transpirait réellement. La poussière et la sueur avaient laissé des traînées sales sur le mouchoir. La femme, ainsi abusée, s'en alla, et le prêtre fut pris d'une folle envie de faire un clin d'œil à quelqu'un. Il cligna de l'œil et éclata de rire. Si ses paroissiens le voyaient, lui, un pope, faire une chose pareille.
mais il comprit aussitôt que tout cela était très sérieux, pas drôle du tout, et que la caisse était peut-être déjà ouverte. Non, elle était toujours fermée, et il restait 1 heure et quart avant le départ du train. Un gardien traversa la salle et lui jeta un coup d'œil. Le prêtre le salua d'un signe de tête, et le gardien s'inclina. « Quels gens polis et instruits, ce n'est pas comme chez nous !» se dit le prêtre avec approbation. Et, tout à fait hardiment, marchant droit devant lui, il se dirigea vers la locomotive endormie. À présent, elle lui semblait une sorte de brave cheval tranquille, et, comme à un cheval avant le travail, il lui dit d'un ton protecteur. « Vas-y, vas-y, repose-toi, tu vas bientôt nous transporter, ma belle. » La locomotive gardait un silence placide. S'il s'approchait par l'autre côté, personne ne verrait rien de la gare. Le prêtre saisit la poignée, grimpa et s'arrêta net. Il rougit, secoua longuement la tête, ce qui fit voler de la poussière, et sourit dans le vague. Il réfléchit, posa son parapluie et son baluchon sur le sable, les reprit, les reposa, et relevant la soutane, grimpa avec précaution. Il n'y avait que 3 marches, mais il eut l'impression que c'était aussi haut que son clocher. « Étonnant, étonnant !» dit-il du ton pénétré et sévère qu'il prenait habituellement pour parler de la science mystérieuse et de ses miracles. Et, se sentant déjà pour ainsi dire un peu savant, il caressa quelque chose d'un air dégagé. Mais en réalité il ne comprenait rien, il avait seulement la foi. La diversité des pièces de la machine, leurs obscures relations les unes avec les autres, les flèches, les chiffres, les leviers, tout parlait d'un travail grandiose, d'une pensée complexe et avide de connaissances, de quelque chose d'important et d'extrêmement prometteur. Et il lui était particulièrement agréable de penser que lui, le curé d'un village perdu, participait d'une certaine façon à tout cela, de par sa nature d'être humain et son respect pour la science. « Ça, c'est une invention. Ça, c'est quelque chose. Étonnant, disait-il, tout en lorgnant le baluchon et le parapluie d'un œil méprisant. À présent, même le parapluie lui semblait insignifiant, alors que quand il l'avait acheté, il donnait des conférences dessus. Bien sûr, c'était une broutille comparée à ce qui était entassé là. Il effleura une poignée, rien. Il en effleura une autre, et voilà que tout à coup, quelque chose se mit à chuinter, et la locomotive s'anima de façon suspecte. Cela chuintait quelque part. Il tourna la tête, se pencha. Oui, ça chuintait. Le prêtre pâlit et son cœur se mit à battre à grands coups. Toc, 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 toc. Et si le mécanicien arrivait, que lui dirait-il ? Il appuya avec précaution sur quelque chose. Cela cessa de chuinter, mais cela se mit à tressauter. Tchouk, tchouk, tchouk. C'était encore pire. Il jeta un regard affolé à son parapluie et tira sur une manette. Il fut projeté en arrière, puis en avant, et se retrouva debout, les jambes écartées. À peine avait-il eu le temps de se réjouir d'être sauvé qu'il regarda autour de lui. Tout bougeait, le poteau bougeait. Il regarda derrière lui, son parapluie et son baluchon s'éloignaient. « J'avance !» 3. Ça cliquette, ça gronde, ça tressaute, ça renifle et ça brinque-balle. Un véritable animal. Et impossible de toucher quoi que ce soit, tout s'embrouille. Le prêtre tourna quelque chose et la locomotive fit un bond en avant, comme un chat, et elle se mit à foncer si vite que le vent sifflait à ses oreilles. Il tourna ou tira encore quelque chose, et un sifflement sauvage, assourdissant, retentit au-dessus de sa tête, une sorte de rugissement, quelque chose d'épouvantable, de définitivement invraisemblable. Avant, au moins, ça roulait tranquillement, tandis que maintenant ça poussait des rugissements à ameuter le monde entier. « Seigneur !» supplia le prêtre. Mais il n'y avait pas de prière prévue pour un cas pareil. « Seigneur, Seigneur !» Et ensuite, il sortit la tête et le vent emporta son chapeau. Ses cheveux poussiéreux se mirent à tournoyer, et il lui entrait dans la bouche, lui cinglait les yeux. Son cœur avait cessé de battre depuis longtemps, il ne savait pas lui-même comment il était toujours vivant. Quand il se dépêtra de ses cheveux, il n'y avait plus de chapeau, plus rien. Il y avait un bois hagard qui disparaissait à toute allure derrière lui, dans un gouffre sans fond. Seigneur, un pont! Drrrr. Et voilà, plus de pont, plus rien. La terre descendait tandis que le prêtre et la locomotive s'envolaient de plus en plus haut. « Seigneur, voilà un gamin près d'un troupeau. Mon garçon, mon garçon !» Voilà la maison du garde-barrière. Il agite un drapeau rouge, son visage est livide d'horreur. « Garde, garde !» Et de nouveau plus rien. La terre se retrouve là-haut, et des branches filent à toute allure au-dessus de sa tête. Il devient absolument évident que c'est pour rire, que c'est impossible. Sinon, qu'est-ce que ces brioches viendraient faire là-dedans ?
son parapluie et ses brioches. Mais où sont-ils donc? Mes brioches, mes brioches! Bredouille le prêtre, le visage déformé par les sanglots. Quel bonheur c'était quand il les tenait sous son bras! Quel paradis, quelle félicité infinie, inimaginable! Pourquoi fourrait-il son nez partout? Pourquoi avait-il touché à ça? Pourquoi était-il monté là-dessus? Il était redescendu une fois. Quel bonheur c'était quand il était redescendu! Idiot, canaille, dit le prêtre en s'injuriant lui-même avec conviction. Et il ajouta en passant. Étonnant! Ça rugit, ça gronde, ça vous fixe des yeux vitreux de ses cadrans, ça vous saisit dans sa poigne de fer et ça vous emporte, ça vous emporte. Encore un drapeau rouge, pareil à une langue de feu. Cela veut dire qu'il y a du danger. Cela veut dire que devant, c'est terrible, terrible, la faim. Et le prêtre cesse de voir, il cesse d'entendre, il cesse de comprendre. Le martèlement des roues, les cliquetis, les arbres qui défilent à toute allure, les secousses, le balancement de son corps affaibli, même les bribes de pensée qui lui traversent encore l'esprit, tout se confond en une impression unique, celle d'un envol irrésistible, menaçant, démoniaque. Tout se vide en lui, tout disparaît, comme soufflé par le vent. Est-ce lui qui fonce ou est-ce la locomotive qui l'emporte? Il n'en sait rien. D'ailleurs, ce n'est plus une locomotive. La locomotive, elle est restée à la gare, tandis que ça, c'est borné, implacable. Cela surgit des tréfonds de la terre dans toute sa terrible nudité. Sur ça, ni les prières ni les supplications n'ont de prise. Cela s'accomplit implacablement. Et cela donne au monde cet aspect terrible et exceptionnel qu'il prend toujours aux yeux de celui qui s'en va. Pendant une seconde, sous l'effet d'une secousse particulièrement violente, le prêtre revient à lui et crie d'une voix étrangement déplacée, celle que l'on prend pour s'adresser à un cocher. « Arrête !» Et il l'injurie en des termes tout aussi déplacés. « Mais arrête-toi, idiote! Gourde! Sale vache !» De nouveau, il se tait, abasourdi par la sensation d'un envol terrible et démentiel. Et il reste là, debout tout désemparé et tout fripé. Sa tête brinque-balle de ci de là sur son visage livide. Les rides poussiéreuses prennent une teinte sombre, d'une humilité stupide et pitoyable. Des rides creusées par un rire agréable, par de douces satisfactions, par des chagrins domestiques comme la maladie d'une vache. Tout est vide, mort, et même presque paisible, au milieu des grondements et des cliquetis du flot qui l'emporte. Et, comme la faible et lointaine lumière d'un phare qui n'a plus devant lui que des vagues noires et la tempête, palpite la lueur mourante d'une dernière pensée, celle des brioches au beurre, au loin.